Bonjour à tous. Malgré ce que j'avais dit, j'ai l'occasion d'avoir un petit peu de temps à tuer avec mon équipe, avec tout mon équipement d'enregistrement. Donc je me suis dit, bah autant essayer de faire la vidéo puisque sur Cubicle 7, eux continuent de travailler durant l'été. Et j'ai reçu le Game Master Guide, qui est l'autre livre, donc du diptyque consacré à The Old World, qui, je le rappelle, est le nouveau supplément, nouvelle gamme de jeux de rôle basé sur Warhammer, qui suit le jeu la nouvelle version du jeu de figurines, se passant un peu en amont et ayant en fait bénéficié donc d'une nouvelle gamme, un diptyque avec un système plus simple. Je vous conseille de vous rapporter, si vous ne l'avez pas fait, à la vidéo que j'ai fait sur le guide du joueur, qui était la première partie, qui est sortie il y a un petit peu plus d'un mois. Maintenant, on va aborder le guide du maître du jeu. C'est une copie presse qui m'est donnée par Cubicle 7. Si jamais vous êtes intéressé pour acheter le jeu, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. C'est entièrement gracieusement qu'ils m'ont donné cet ouvrage. Donc je vais essayer, je mets 2 pages, on va voir si ça passe, hein, si ça vous semble pas top, bah, n'hésitez pas à le dire, et puis je repasserai sur un format 1 page, mais je pense que c'est quand même plus sympa pour vous. Donc d'ailleurs, en parlant de duo, la page de garde est en fait la deuxième partie d'une illustration qui renvoie, en fait, si vous la mettez côte à côte avec celle du joueur, ça fait un diptyque. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Le livre va être divisé en 3 parties, même s'il y a plusieurs chapitres. Il va y avoir un côté les outils pour le maître du jeu, les règles pour le maître du jeu, et ensuite, à toute fin, les alliés et les antagonistes qui comprennent la moitié du bouquin. Le bouquin fait quasiment 200 pages, hein, donc il est assez volumineux. On commence avec des petites lettres, illustrations classiques à la Warhammer, dans le monde de Warhammer, qui vous donnent plus d'éléments sur qu'est-ce qui se passe. Parce que je rappelle qu'on est à l'époque des 3 empereurs, où techniquement il y a une guerre civile qui a lieu. Et donc c'est aussi une introduction des factions qu'on va avoir, puisqu'il va y avoir un paquet de factions qui vont être illustrées dans le domaine dans le grand-duché de Talabaim et dans la ville de Talagan. L'introduction résume ce que je vous ai dit, à savoir qu'il y a la Game Master Toolbox, donc c'est la boîte à outils, les rules, donc qui sont les règles, et ensuite les alliés et les antagonistes. C'est vraiment, ils ont fait une idée, en fait, c'était de dire justement, par exemple, on y reviendra, mais il y a des règles sur la corruption, et la raison pour laquelle elles ne sont pas dans le bouquin du joueur, c'est parce que c'est des règles, en fait, qu'ils estiment être pour uniquement le maître du jeu. Donc, on peut accepter ou pas cette vision. Donc on commence en fait avec une sorte d'aperçu de Talagad pour justement donner un peu vie et corps à cette ville qu'on va découvrir, que vous connaissez peut-être si vous avez joué un supplément V2 qui s'appelle Terreur à Talabaim, qui commence à Talagad et qui le décrit assez longuement en large en travers. Donc pour rappel, c'est une cité portuaire qui est dans le Talabekland et qui se situe juste en dessous de Talaban, qui est cette espèce de grande cité majestueuse, fortifiée, qui abrite l'œil de Tal, donc une sorte de cratère qui est le centre de la religion de Tal. Et en plus, c'est un peu le pouvoir exceptionnel du grand-duc, du grand-duc de Talabekland, qui lui est l'un des prétendants en fait au trône. Mais vous jouez pas à Talaban, qui est un peu la cité sécure, vous jouez vraiment dans l'espèce de tripot, qui est ce port où il y a plein de gens qui arrivent, qui marche très très bien, mais qui est complètement écrasé par son grand frère en haut de la montagne, parce que justement ils savent très bien que le port, les gens qui vivent au sommet de la cité ont plus intérêt, ont plus besoin du port que l'inverse. Et donc ils vont écraser complètement la ville sous des impôts, sous des manigances. Le type qui est à la tête de la ville en fait de Talagal est plus ou moins un béni oui à la solde du grand-duc. Donc on est sur cette espèce d'idée-là, mais qui permet aussi d'avoir énormément de gens différents. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de Kislevites, quelques Bretoniens errants, j'en passe des meilleurs, et que le lieu est plutôt neutre en fait, puisque c'est essentiellement une cité marchande, donc il n'y a pas de bisbis militaire, enfin en tout cas à première vue. Donc on vous résume grosso modo ce que je viens de vous dire, à savoir quelle est la raison d'être du port, de Talagad, la relation avec l'œil donc de Tal et le duc, comment sont gérés donc les crimes, les délits, la présence de la garde, le fait qu'il y ait et les différents quartiers ensuite. Donc on va voir les docks, avec à chaque fois des petites présentations de lieux particuliers. Donc le Roaring Badger, donc ça va être une taverne par exemple. On va avoir la description du quartier du marché. Le quartier est plutôt riche, donc on est sur une petite base qui va pas très très loin. On va pas vous mentir, hein, c'est pas non plus démentiel au niveau de ce qu'ils ont fait. On doit être sur une petite dizaine de pages à tout péter pour vraiment décrire la ville. Encore une fois, j'ai une petite idée dans ma tête et je me demande si c'est pas des éléments qu'ils auraient peut-être voulu mettre dans une boîte
future boîte d'initiation, mais bon, seul le temps le dira. Ensuite, on va se focaliser sur les Grim Portents. Les Grim Portents, c'est les sombres présages. C'était un élément qu'ils avaient mis dans le bouquin du joueur, qui est une manière de mettre ensemble, de faire que les joueurs aient une cohésion d'équipe. C'est-à-dire que généralement, Warhammer, c'est l'aventure qui fait que vous allez rouler ensemble, mais de but en blanc, ça peut être un peu compliqué. Donc ils proposent 4-5 page par page, en fait, 4-5 Grim Portents, qui sont en gros, qu'est-ce qui vous est arrivé avant que vous vous rencontriez, comment vous êtes rencontrés, et pourquoi vous restez ensemble, avec une sorte de micro-quête supplémentaire. Donc celle que j'avais, une toute bête, il y a une sorcière qui s'est brûlée sur place publique, elle maudit toutes les personnes qui sont présentes. Pas de bol, les joueurs, ils sont là. Peut-être qu'ils sont là parce qu'ils voulaient la brûler, peut-être pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle est morte, la malédiction commence à abattre par le feu toutes les personnes qui étaient présentes durant le procès de la sorcière et son exécution. Donc on vous donne différents éléments au fur et à mesure en disant qui sont des éléments d'enquête que vous pouvez faire pour faire avancer cette histoire-là, pour résoudre quelque part votre sombre présage. Donc au début on dit personne ne sait vraiment pourquoi le pogrom était aussi rapide. On subodore qu'il y a une répurgatrice Sigmarite qui est venue, qui a ordonné cette mise à mort, mais c'est bizarre parce qu'elle n'était même pas dans la région à ce moment-là. En effet, donc la sorcière était bien une sorcière, mais on s'aperçoit que en fait, elle n'était pas du tout portée dans les malédictions. Elle était portée exclusivement dans l'élémentalisme. Donc, de fur et à mesure en aiguille, vous apercevez qu'effectivement, il y a quelque chose qui tue les gens qui étaient présents. Mais, donc je vais spoiler, attention, en fait, c'était le familier de la sorcière, qui était un élémentaire de feu, qui est coincé, en fait, parce que sa maîtresse est morte. Et donc, il peut pas ressortir, il ne sait pas comment être renvoyé au vent de magie. Donc, il va interroger toutes les personnes qui étaient présentes, parce qu'il n'est pas très malin, quand sa maîtresse s'est fait tuer. Et quand on lui donne une réponse qui n'est pas bonne, il crame les gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se font tuer au fur et à mesure. Et votre objectif à vous, un petit peu, c'est d'essayer de vous débarrasser de cette espèce de malédiction qui va vous tomber sur le coin de la tête. Et il y a les reminders, donc à côté, qui sont, en plus de l'histoire, qui sont des espèces de petits éléments, simplement de coloration, en fait, pour vous rappeler le sombre présage. Donc là, c'est à chaque fois que vous entendez des gens qui hurlent dans la rue, vous avez l'impression que vous entendez la malédiction finale de la sorcière. À chaque fois que vous êtes près d'un feu, vous avez l'impression que le feu, même ça peut être un feu de cheminée ou autre, il devient extrêmement chaud. Et toutes les gens qui ont été calcinés en fait, par la sorcière vous regardent en fait, de leurs yeux morts. Donc c'est assez rigolo. Je dis voilà, il y a 3-4 exemples en fait. C'est beaucoup plus facile à visualiser que ce qu'il voulait faire dans le bouquin de base, ou quand j'ai lu le bouquin du joueur, j'ai pas exactement compris de quoi il était fait question. Mais là c'est plus simple. Est-ce que c'est indispensable ? Ça dépend de vos joueurs, ça dépend toujours pareil du scénar, de la campagne. Quand on pense un petit peu à la campagne impériale, si vous faites pas un gros boulot pour unir tout le monde, c'est vrai que c'est pas génial non plus. Donc là on a un gros sujet sur les contacts. Donc ça c'est une ambition qu'ils avaient, c'est vraiment de donner un contact par joueur, encore une fois, pour lui filer un coup de main, pour l'intégrer à une certaine strate de la société et aussi éventuellement l'orienter sur le scénar ou la campagne. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas juste une liste, on a vraiment toute une pelletée de PNJ en fait, qui vous sont décrits. PNJ avec des portraits tout en couleur et originaux, c'est fort utile de le dire. À chaque fois, donc chacun va représenter une strate de la société. Donc vous allez avoir les érudits, vous allez avoir les voleurs, vous allez avoir les nobles, et chacun en fait, de ces personnes-là qui sont présentes ont une intégration évidemment au sein de Talagad, puisque c'est là où vous êtes censé jouer, mais en plus vont avoir des ambitions propres, des faveurs qu'ils peuvent vous demander, des alliés et des ennemis forcément, des besoins, donc qu'est-ce qu'eux veulent, et ils ont un sombre petit secret qu'ils vont cacher. Et le principal truc de ces gars-là, c'est qu'ils ont une compétence qui peuvent quand ils vont vous filer un coup de main, ils peuvent utiliser cette compétence pour vous aider. Donc évidemment, un maître du savoir, sa principale compétence, c'est se remémorer les choses, donc recall, qui est une des compétences qui permet de se rappeler en fait, de certaines choses, de retrouver une information. Donc c'est évidemment ça de la compétence sur laquelle il peut vous aider. Et quand il va vous aider, il va vous donner un dé, 2 dés, éventuellement sur votre jet qui peut impliquer cette compétence. Donc c'est pas mal fait. Moi j'aime beaucoup l'illustration, ça prouve encore que quand ils veulent mettre un peu de nouveau contenu, ça marche plutôt bien. C'est sympa parce qu'en plus le bouquin est toujours en couleur. Donc ça c'est cool. Et il y a à boire et à manger. Hein. Je dis qu'il y a du militaire, il y a du religieux, il y a pas mal de gens en fait, assez simples en fait, du théâtre. On a aussi un petit Kislévite qui se balade, un Bretonien, des Talistes,
des nains. Donc il y a vraiment à boire et à manger, et c'est complètement différent. Enfin, ça permet vraiment d'avoir un panachage. Je dis qu'il y en a pas, il y en a quand même un paquet, hein, on est sur une vingtaine. Donc les gars sont vraiment, enfin, n'y sont pas là avec la dos de la cuillère, et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, on passe sur des conseils. Donc, le dernier élément de la boîte à outils du MJ, c'est vraiment des conseils qui vous sont donnés pour maîtriser. Et bon, même si éventuellement, enfin, même si vous êtes un maître du jeu depuis je sais pas combien d'années, c'est sûr que bon, là, ça va pas forcément vous intéresser. Mais j'ai trouvé en les lisant, pour avoir lu beaucoup quand même de conseils sur les campagnes, comment faire du jeu de rôle, etc., que bah, c'est pas mal. On est quand même sur des bonnes questions, des réponses qui sont assez intéressantes en vous expliquant bah, comment est-ce qu'on construit une campagne, avec l'idée de faire monter peu à peu les enjeux jusqu'à un climax, les types de campagnes ouvertes, les types de campagnes un peu plus fermées, disons, comment faire des PNJ qui sont mémorables, comment gérer en fait la question de timing, les espèces comment décrire des méchants dont on se souvient, gérer les morts de PNJ et parfois de MJ, et surtout comment gérer aussi le downtime qui est assez intéressant parce que rappelez-vous donc le downtime c'est le moment où vous faites une pause entre deux aventures, et dans Old World c'est très très important parce qu'en fait dans la V4 c'est des trucs un peu simples pour filer un coup de main ou pour gérer votre argent. Dans The Old World c'est le moment où vous faites votre expérience, c'est le moment où vous montez de compétences, c'est le moment où vous pouvez utiliser votre XP pour monter vos caracs, donc c'est très 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 important d'avoir du downtime. Et là on vous donne par exemple un truc en disant bah vous pouvez aussi le faire sur la route, en fait. Essayer d'adapter, faire ces downtime sur la route, parce que bah, Dieu sait que vous marchez beaucoup, mais encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Comment jouer les Grim Portent, c'est plutôt comment créer en fait un sombre présage, pour un peu allier tout le... Et là, il y en a quand même, on est quand même sur 3-4 pages, donc c'est assez important, avec un panel potentiel de méchants qui peuvent rentrer en jeu. Et ensuite, on arrive sur un morceau assez rigolo qui sont les... Moi j'aime bien appeler ça la sombre trame, c'est pas exactement ça, mais c'est Dark Threads. Donc l'idée c'est que, vous voyez là, c'est super mal coupé, mais en gros il y a une double page avec des liens. Et les liens unissent toutes les factions qui vont tourner autour de Talagad. Donc Talagad c'est forcément la ville où vous jouez. Et l'idée c'est que c'est l'intégralité des factions qui sont décrites dans ce livre. Plus tard elles seront décrites forcément dans les alliés et antagonistes. Et c'est une grande carte pour vous, pour savoir les relations qui les unissent. Et comment en tirer parti pour votre propre campagne, en fait, parce que c'est ça l'idée. Donc, je vais aller très très vite, pour un peu ça va être un exercice de style. Donc, les factions principales sont le Grand-Duché de Talabek, avec le duc de Talabheim, qui va jurer. Ensuite, il y a le Grand Comté d'Osterlund. Donc, l'Osterlund, c'est une sorte de fusion, c'est le grand voisin au nord, qui, durant cette époque de guerre civile, regroupe à la fois des morceaux, je sais plus, de l'Ostland, j'ai un trou du Ostland Middenland, et le troisième je l'ai plus, mais en gros c'est le grand voisin qui veut mettre ses grosses pattes sur Talabheim, et sur Talagad forcément. On va avoir le Reichland qui est pas très loin, qui est essentiellement constitué par des zélotes et des fanatiques sigmarites, parce que rappelez-vous, on n'est pas dans un territoire sigmarite, on est dans un territoire taliste. Ensuite, donc, il y a des gobelins, donc la tribu des yeux rouges, qui sont des gros gobelins qui, bah, vous les connaissez, hein, vous les aimez, qui pullulent partout et qui vont poser beaucoup de problèmes. Il y a la harde de guerre du cerf égorgé, qui est une grosse harde d'hommes bêtes, puisque je rappelle que le chaos n'est pas hyper présent à cette époque-là. Enfin, on est un peu en mode « Ah, c'est bon, on s'est débarrassé des contes vampires, on s'en fiche, ça viendra plus tard avec la tempête du chaos, Archaon et compagnie. » Donc, ils sont une grosse harde, en fait, d'hommes bêtes dirigés par un leader extrêmement balèze qui mange des elfes, littéralement, et donc ça c'est qui rôde dans la grande forêt. On a un clan de nains qui a, comme tous les nains, il a beaucoup de rancune et il veut les rayer. Plus exotique, on a le dominion du crépuscule, enfin le domaine du crépuscule, qui est en gros, qui a une reine des tombes, Kemriti, qui a été ramenée en fait par des antiquaires. Elle s'est réveillée. Et du coup, elle essaie de se recréer un petit domaine dans le coin. Et enfin, on a des elfes. Donc, Serra Kinben, donc je sais plus comment traduire Kinben en français, mais en gros, c'est une sorte de super escouade d'elfes qui fait un peu qui font les gardes de forestiers, qui essaient de protéger la forêt de protéger toutes les créatures en fait un peu légendaires qui sont dans la forêt. Il y a notamment un dragon des forêts. Donc, immédiatement, vous pouvez comprendre comment ça va se passer. Donc, par exemple, si on regarde, vous voyez bien que Talagad va être
infiltrés potentiellement par des gens du Grand Comté d'Osterlund. Donc par exemple, on va avoir la Sheltered Flame. Donc la Sheltered Flame, c'est un culte de Sigmar qui en gros fait du prosélytisme, et ils sont et donc vous voyez, il y a un fil où c'est marqué Secretly Infiltrating. Donc ils sont en train d'infiltrer secrètement Talagad pour prendre le contrôle de la ville à long terme, ou au moins enrôler plus de personnes à cause de Sigmar. Et tout est fait comme ça, puisque les factions que je vous ai décrites, on vous donne des exemples à l'intérieur de micro-factions, en tout cas d'antagonistes que vous pouvez avoir. Donc par exemple, dans le Grand-Duché, le Grand Comté d'Osterlund, il y a un écrarque qui s'appelle Zekrakar, qui lui est intéressé par récupérer une armée. Il y a un tertre en fait près de Talagad, où il y a une armée qui est morte, quoi, mais qui pourrait être potentiellement ressuscitée par un nécromancien. Sauf que, évidemment, vu que c'est un écrarque, il ne peut pas y aller tout seul. Donc il va utiliser une escouade de mercenaires pour arriver à ses fins. En effet, donc il y a une compagnie de mercenaires qui est aussi présente, qui s'appelle les Thornmoth. Donc c'est les papillons de nuit déchirés, dont les mecs bossent pour le nécrarque. Mais en face, vous avez le domaine du crépuscule, qui est géré, je rappelle, par la reine Kemeriti, qui elle aussi aimerait récupérer l'armée. Donc elle va utiliser, puisqu'elle ne veut pas se faire découvrir, parce que ça reste une mort vivante, elle va utiliser potentiellement d'autres pions, en fait, pour arriver à ses fins, identifier où est le tertre et lever une armée. Donc ça peut aussi rentrer en jeu avec l'Exen Guild, donc la guilde des mages de Talagad, qui se dit tiens c'est bizarre et tout, il y a quelqu'un qui commence à acheter plein d'artefacts. Et la grande idée donc, de cette fresque, c'est ce qu'ils appellent les nœuds en fait simplement, c'est que vous prenez juste un élément qui vous intéresse là-dedans, vous prenez une faction, dans la faction un PNJ ou une micro-faction, et vous regardez en fait les fils qui partent de là. Et à partir de là, potentiellement, vous pouvez faire votre histoire. Donc comme je disais, la bataille entre les nécromanciens, les morts-vivants, pour récupérer le tertre. Et en fait, les morts-vivants, on les voit pas forcément, on les voit peut-être à la fin de la campagne, mais entre-temps, ils vont interagir par la guilde des mages, par la compagnie de mercenaires, qui sont des factions plus gérables d'entrée de jeu pour des joueurs. Donc c'est vraiment c'est pas une mauvaise idée, en vrai, c'est pas une mauvaise idée du tout. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir pour la campagne impériale notamment. Mais ça fait des tours de passe-passe pour pas mettre de scénario dans le bouquin du maître du jeu, ce que je trouve un peu dommage. Ça ne regarde que moi, mais clairement, je crois qu'ils ont un vrai souci avec Abigail 7, je sais pas pourquoi, par rapport à tout ça. Donc ensuite, on vous redonne vite fait des petits éléments sur la création de personnages, comment faire un groupe équilibré, concevoir un simple scénario. Avec, donc au lieu de le faire, ils disent comment le faire, avec donc la croche, qu'est-ce qui peut se passer, les différents PNJ, est-ce que, et comment le faire Warhammer. Ça j'aime bien en fait, ils ont fait une sorte de... Ils font une colonnade sur comment faire en sorte que ce soit plus Warhammer, que c'est un aspect, que ce soit pas un scénario d'Heroic Fantasy générique. Ensuite, il y a quelques petits éléments rigolos, notamment il y a des tables de panique magique, c'est-à-dire que quand vous ratez votre sort, qu'est-ce qui se passe et pourquoi qu'est-ce qui se passe pour la foule autour, parce que la magie est encore considérée comme un truc très très néfaste. Il y a pas mal de petites choses, comment faire des conflits à haute échelle entre plusieurs personnes, ou comment créer comment rendre le champ de bataille intéressant. Donc avec les petites tables aussi qui se baladent. Ça, c'est un peu dommage aussi, c'est qu'il y a pas mal de petites règles qui se baladent à droite à gauche, mais ils auraient dû tout mettre en annexe pour moi. Enfin, ça aurait été plus malin, parce que c'est des récapépettes en fait de règles qui étaient présentes dans le bouquin du joueur, et je pense que tout mettre au même endroit est quand même plus sage en général. Plutôt bien, ça c'est aussi comment utiliser les règles, comment enseigner parce que c'est un truc qu'on oublie souvent en fait, mais quand les scénarios prennent pas la peine de vous prendre par la main pour vous expliquer les règles, là ils ont pas mal de petits conseils pour dire comment enseigner le jeu, comment démarrer tout ça. C'est assez chouette. Enfin, encore une fois, je dis les conseils sont vraiment bien. J'ai rien à dire, c'est vraiment pas mal. Il y a à boire et à manger. Évidemment, encore une fois, si vous êtes très expérimenté, ce sera moins intéressant. On arrive dans la partie vraiment des règles avec des événements à Talagad. Donc c'est les événements qui se passent quand vous êtes entre deux aventures. Très honnêtement, on est dans du hyper classique. Y a pas de... Donc la seule chose un petit peu différente, c'est que on peut potentiellement, selon les... Donc c'est une table 100, vous lancez un des 100, et selon l'événement qui arrive, il y a un ou deux contacts qui peuvent potentiellement être liés à ça, donc ça peut relier avec vos contacts que vous possédez. Donc voilà, c'est pas transcendant, beaucoup plus intéressant, la corruption, donc que vous voyez ici.
Donc la corruption, c'est des nouvelles règles qui sont utilisées pour gérer la corruption. Le système est assez simple et assez original, il faut le dire. Il me fait beaucoup penser au sombre pouvoir de Ravenloft. Donc l'idée, c'est que, comme d'hab, vous avez un jet de volonté à faire quand vous êtes face à une exposition du chaos. Donc si c'est juste toucher, ça peut être subtil, donc c'est juste toucher en fait de la Warpstone, mais raffiné, ça peut être se battre contre des mutants, des hommes bêtes, et plus l'exposition est forte, par exemple, lancer un sort, enfin lire le Liber Chaotica, ou là vous avez des pénalités pour votre jet de volonté. Et il y a des fois, vous pouvez aussi complètement le rater. Il y a l'exemple le plus terrible, c'est vous vous retrouvez dans les royaumes du chaos, pas de bol, vous vous faites posséder par un démon, là c'est automatique, vous avez raté votre jet. Donc ce qui se passe, c'est que si vous ratez ce jet de volonté, vous subissez automatiquement un état. Donc rappelez-vous, les états, ça va être aveuglé, sourd, fatigué, que sais-je, qui est directement un état lié à votre exposition à la corruption. Vous passez à un statut qui est vulnérable. Vulnérable, ça veut dire que potentiellement vous entendez les voix du chaos et elles peuvent vous proposer un deal. Donc la première étape, en fait, c'est la vulnérabilité. Donc je vais la vulnérabilité, ensuite ça monte à 3 niveaux, donc il y a Tarnish, donc c'est le sans éclat, Tainted, donc vous êtes touché, et enfin damné, corrompu, et damned, c'est fini, quoi. En fait, vous êtes un PNJ. Donc là où ça devient intéressant, je vais voir, c'est qu'en fait, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs chemins qui vous ont proposés. C'est toujours les mêmes règles, c'est-à-dire que vous ratez votre jet de volonté, vous devenez vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, je peux vous donner, en tant que MJ, il y a un moment, je vous dis, si tu cèdes à tes plus bas instincts, je te donne un bonus. C'est juste un truc une fois, mais si vous acceptez, paf, vous devenez sans éclat, donc tarnished. Et en plus, quand vous êtes tarnished, même topic, mais cette fois, je dis, ah, mais si tu fais ça, tu auras vraiment un super atout, mais qui sera permanent. Donc c'est vachement bien. Rebelote, donc si vous acceptez une deuxième fois, vous donnez tainted, donc corrompu. Quand vous êtes tainted, vous êtes vraiment au bout du bout, c'est-à-dire que vous avez un super avantage, mais avec un défaut qui est terrible. Et si vous cédez une dernière fois aux sirènes en fait, du chaos, pour avoir quelque chose d'encore mieux, là c'est vous donner un PNJ. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc il y a 5 chemins en fait. 5. Donc il y a les 4 dieux du chaos, pour aller vite, et les hommes bêtes. Donc en fait, il y en a un, c'est plus vous cédez au chaos, plus vous donnez un homme bête, et les autres, c'est classique, c'est je suis violent, donc je suis corne, je suis obsédé par la magie, je suis Tsench, j'ai réussi à survivre à des étapes, j'endure tout, donc je suis Nurgle, et je suis intéressé par les secrets inavouables, je suis Slaanesh. Donc je vous donne par exemple l'élément de corne. Donc en gros, quand vous êtes vulnérable, vous vous retrouvez dans une situation où potentiellement vous êtes en train de vous battre, et en tant que MJ, je dis « Ah, mais si tu veux vraiment réussir ton prochain jet, moi je te donne un bonus, il n'y a aucun souci. Enfin, tu as une attaque de mêlée gratuite, c'est gratos. Mais par contre, tu ne me montres pas de quartier, tu y vas à fond les ballons. Si le joueur accepte, il fait une attaque supplémentaire, qu'elle réussisse ou pas, en fait, va réussir, et ça sera sanguinolent, il y en aura partout. Et là, donc le joueur qui était vulnérable devient tarnished, donc sans éclat. Donc il a fait son premier pas vers un monde meilleur, on va dire. Une fois qu'il est sans éclat tarnished, rebelote, à un moment, je vais dire, je peux te donner, tu sais ce qui te ferait vraiment utile, je vais te donner un pouvoir qui va vraiment t'aider. Donc par exemple, c'est un truc permanent. Donc par exemple, il va avoir plus de en force, donc il va être super balèze. Il va avoir la possibilité d'avoir une attaque de mêlée gratuite comme une seconde action. Donc en combat, il va faire des actions de combat. Par contre, une fois qu'il a ce pouvoir additionnel qui est permanent, donc c'est génial, on va dire, au fait, mais t'as des visions le chaos demande que tu amènes le crâne d'un ennemi particulièrement dangereux, en fait, que tu leur donnes un crâne pour Kane, quoi, pour Korn, pardon. Et donc il faut que le joueur, s'il veut garder son pouvoir, aille tranquillement trouver, je sais pas moi, un troll ou un individu extrêmement dangereux, donc il faut que les autres PJ soient d'accord, pour le tuer. Parce que s'il ne le fait pas, il y a un autre type qui va être sans éclat, donc tarnish, sur le chemin de la corruption de Korn, qui va venir réclamer ton crâne à toi. Donc potentiellement essayer de te tuer. Et il y aura plein de gens qui vont venir pour essayer de te tuer, pour réclamer ce trophée qui leur permettra d'avancer sur le chemin en fait, de la corruption.
Donc imaginons que vous faites ça, enfin, le joueur récupère un crâne en tuant un ennemi extrêmement dangereux, il devient officiellement corrompu, donc tainted, et là, il a un effet, c'est vraiment la limite, c'est le moment en fait qu'ils vous disent, c'est le moment où les joueurs, le reste du groupe se dit est-ce qu'il l'exile ou est-ce qu'il le tue, quoi, pour aller vite. Ou alors il lui donne des soins, mais ça va être compliqué. Et l'idée, c'est que tous les jets de combat deviennent glorious. Donc rappelez-vous, hein, quand un jet est glorious, ça veut dire que vous lancez une fois le dé et vous relancez tous les échecs. Et tous les jets hors combat deviennent grim. C'est-à-dire que quand vous ne vous battez pas, vous faites que des échecs sans cesse, sans cesse. Des fois, le joueur se réveille la nuit, enfin le matin, il y a du sang partout, il ne sait pas pourquoi. Il a des envies de meurtre auxquelles il doit résister par des jets de volonté sans cesse. Donc c'est vraiment la catastrophe, quoi. C'est vraiment la fin de fin. Et en gros, à la fin, il y a une dernière tentation qui peut être faite. Et s'il se dépasse, il est complètement damné, il devient un des cornistes par excellence. Donc chacun des chemins a un élément similaire. C'est très bien fait, je trouve ça assez intelligent. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas, plus je lis Old World, plus ça me rappelle la V3, je sais pas pourquoi, il y a des choses qui sont clairement, comment dire, plus... ouais, je me rappelle dans la V3, il y avait beaucoup aussi d'éléments personnalisés, avec des chemins pour le groupe, pour beaucoup de choses. Alors, évidemment, c'est qu'un feeling. Hein. Et du coup, on vous explique aussi comment faire vos propres chemins de corruption, enfin, c'est assez malin. Il y a beaucoup de choses qui sont plutôt cool. Le seul truc qui me laisse un peu dubitatif, c'est comment amener la chose à un joueur assez subtilement, parce que je veux dire, faut pas être bête. Enfin, je veux dire, si les gens connaissent un tout petit peu Warhammer, ils se disent très bien, dis donc, si tu me proposes une taxe supplémentaire en disant, vas-y, lâche-toi Coco et assume ton côté obscur, je sais que c'est le chaos, quoi. Donc ça, je sais pas trop comment on vend la chose. Faut être très très subtil. Mais je sais que c'était aussi un problème dans Ravenloft avec les Dark Powers, donc les sombres puissances, où il y avait exactement la même chose, avec un chemin de corruption qui venait de plus en plus de bonus, mais qui vous forçait en fait à aller de plus en plus loin, en fait, jusqu'à devenir un Dark Lord. Donc les sombres seigneurs de Warhammer, de Ravenloft. Et je sais pas, j'ai jamais peut-être que je suis peut-être pas un très bon MJ dans ce sens-là, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça très très difficile en fait à vendre par rapport à un truc purement mécanique. Mais bon, après, chacun... En tout cas, c'est assez différent de ce qu'ils avaient fait pour la V4. On arrive sur les objets magiques. Donc les objets magiques, vous les connaissez, vous les aimez. Ça va être des objets très spécifiques. La création, on vous donne pas grand-chose, hein, c'est démerdez-vous. Mais on vous donne des trucs assez classiques avec un arc un arc draconique qui vous permet de jamais subir de pénalité quand vous tirez. Et quand vous touchez quelqu'un, il s'enflamme, ça va être des grosses armes, ça va être des armures magiques. Donc n'oubliez pas, hein, par contre, tout est simplifié par rapport à la V4, c'est beaucoup plus simple au niveau des armes. Donc vous voyez, les objets, généralement, ils vous donnent juste un ou deux bonus, basta, et on va pas très très loin dans les règles, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. On retrouve aussi des talismans, donc notamment toutes les pierres de pouvoir, qui peuvent exister, elfiques ou non. Les passe-partout uniques, j'en passe, et des meilleurs, et certains objets plutôt magiques, notamment la Weirdstone, donc je sais pas pourquoi c'est pas la... Pour moi c'était la Warpstone, mais ils ont dû... Je sais pas si c'est une histoire de changement de nom, ou pour une sorte de copyright, j'en sais rien. En tout cas c'est la Malpierre, qui est toujours là, qui est toujours aussi dégueulasse. Et on a des trucs un peu plus sympas, sur notamment un anneau de Tal, il y a aussi... parce qu'on reste dans un pays un peu taliste. Et on arrive... Parce que là, on est quand même à 88 pages. On arrive à la grosse partie du bouquin qui va faire aussi quasiment 90 pages, qui est les alliés et les antagonistes, où là, on rentre vraiment dans le cœur du jeu, enfin du bouquin, puisque c'est un immense bestiaire, mais qui est assez malin parce qu'il est déguisé sous la forme d'un codex sur les différentes factions. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé un petit peu des factions en amont, mais elles ne sont pas trop décrites, quoi. Et là, on va vraiment dans le cœur du sujet. Donc on commence par, avant même les règles pour créer des PNJ, des monstres et compagnie. Donc l'idée c'est qu'il y a 4 types de PNJ alliés / antagonistes qui existent dans le jeu. Il y a les minions, donc les minions c'est les larbins. C'est un peu comme dans Chin, dans pas mal de jeux, où on part du principe que si eux, donc c'est des paysans, c'est autres, s'ils prennent une seule blessure, donc rappelez-vous, hein, dans le principe du jeu c'est, on inflige des blessures, les blessures filent des pénalités, et quand vous avez trop de blessures, vous mourrez. Eux, ils prennent une blessure, c'est fini, ils sont hors jeu. Vous choisissez s'ils sont assommés, s'ils sont morts, mais ils ne feront pas le poids, et c'est le principe, c'est qu'eux, ils prennent une baffe, c'est fini. Ensuite, il y a les brutes. Donc les brutes peuvent prendre plusieurs blessures, donc ils sont plus costauds. Mais par contre, quand ils prennent les blessures, la blessure n'est pas associée à un effet. C'est-à-dire que normalement, une blessure, c'est vous avez un œil crevé,
vous fait couper le tendon, et donc vous pouvez plus marcher très très bien, etc. etc. C'est les brutes, on dit ok, ils peuvent subir plusieurs. Enfin, ils ont, je sais pas, 8 wounds, en fait, potentiellement ils peuvent se prendre 8 blessures, mais c'est des blessures sèches. C'est-à-dire qu'en grosso modo, il faut leur faire 8 blessures dans la tête pour qu'elles meurent. Donc à chaque fois qu'on vous dit, bon bah, l'effet supplémentaire c'est une blessure en plus, bon bah, ils prennent 2 blessures, 3 blessures, j'en sais rien. Mais on ne s'emmerde pas à gérer les règles de blessure. Encore une fois, brut, c'est aussi bien des trolls que des sergents d'armes. Donc c'est pas lié au degré en fait de violence. C'est vraiment une catégorisation en fait de méta-jeu pour concevoir les ennemis que vous avez en face, les PNJ. Donc les brutes, c'est les gens qui sont plus importants, que vous mettez pour aller vite si c'est du combat, que vous mettez en face des joueurs, mais qui peuvent se tenir. Les minions de l'Herbin, c'est les hordes de paysans qui arrivent sur vous, et bon, vous en charclez un, vous en charclez deux, mais ils peuvent être très très nombreux. Les champions, donc les champions, c'est exactement comme les joueurs. En gros, c'est vraiment les héros, c'est les dirigeants d'armée, et ils ont exactement les mêmes règles que les joueurs. Avec notamment, quand ils subissent des blessures, on va sur la table des blessures et on regarde ce qui se passe. Et là, on assume complètement les règles. Généralement, on vous dit que les champions ne sont pas tout seuls. Les champions ont avec eux des brutes, des minions, qui font le sale boulot, puisque c'est des généraux, c'est des chefs de guerre orques, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, il y a les monstruosités. Donc les monstruosités, c'est le top du top. Pour aller vite, c'est des espèces de grosses bestioles que vous avez face à vous. Ça va être des dragons. Ça va être... Il y a un exemple, je crois, dans le bouquin, qui est une sorte de super minotaure dégueulasse, mal formé. Il y en a très très peu. Ils sont très costauds, et en général, il vaut mieux les éviter. Et généralement, ils sont tellement gros que d'autres PNJ peuvent monter dessus et les contrôler, enfin plus ou moins comme monture, de temps en temps, pas tout le temps. Donc les monstruosités, qu'est-ce qu'elles sont différentes? C'est que dès qu'elles peuvent marcher, s'il y a une créature qui est plus petite qu'eux, ils peuvent marcher sur son terrain, ils s'en fichent. En fait, ils n'ont pas de règles spécifiques de placement, ils s'en foutent, ils marchent. Ils ont beaucoup d'attaques spéciales qui font extrêmement mal. Donc, par exemple, l'espèce de super minotaure dont je parlais, il peut faire des tremblements de terre, il peut attaquer. Et généralement, c'est des attaques qui touchent tout le monde. C'est extrêmement violent. Elles subissent pas, il y a beaucoup de règles en fait qu'elles n'ont pas, en fait, notamment par rapport au moral où elles sont immunisées. Et elles ont un truc rigolo, c'est un peu un Symbaroum, quand elles subissent un certain niveau de blessure, donc leur système de blessure ça marche comme les brutes, hein. On ne gère pas les blessures individuelles, ça n'aurait pas trop de sens, enfin les effets des blessures. Donc quand elles subissent un certain niveau de blessure, elles prennent soit une pénalité, soit une blessure supplémentaire. Donc en fait c'est aux joueurs de choisir, en fait si jamais la monstruosité est stagger, donc stagger c'est l'espèce d'effet temporaire, en gros avant de prendre une blessure vous êtes stagger, donc vous êtes sonné et si je vous retouche derrière, vous prenez une blessure, quand eux ils sont sonnés et qu'ils vont s'en reprendre une, le joueur, donc l'attaquant en général, donc c'est pour le joueur, décide si la créature va subir son effet, donc sa réaction, ou est-ce qu'elle va prendre une blessure supplémentaire. Évidemment, donc c'est des créatures qui sont très très costauds, j'en passe des meilleurs, vous l'avez compris. On vous donne, si c'est pas con, comment gérer, comment créer une sorte de groupe assez simple par rapport aux joueurs. Donc on vous dit, quand vous commencez à démarrer, vous pouvez mettre autant de minions, donc de larbins qu'il y a de joueurs. Si en face ils sont plus costauds, vous avez des joueurs expérimentés, vous pouvez mettre le double. Quand ils sont un peu plus costauds, vous leur ajoutez une ou deux brutes, ajoutez un champion potentiellement qui sera protégé par les brutes. Et un champion, j'aime beaucoup le dernier, c'est si vous avez un champion qui utilise une monstruosité comme monture, avec des brutes et des minions derrière eux, je crois que c'est bon, ça, à moins d'être vraiment le top du top de la crème, vous allez crever. C'est plutôt sympa. Donc les profils, ça j'aime beaucoup, en fait les profils sont beaucoup plus simples qu'avant. Donc vous le voyez, hein, c'est le nom de la créature, ses stats, donc il y a moins de stats, sa vitesse, donc comment elle se déplace simplement, sa résilience, en gros c'est ce que vous apportez à l'armure pour prendre des baffes, et le type de créature. Et en dessous on va voir un peu, vous allez voir tout de suite comment ça marche. En dessous donc il y a les attaques, machin, la protection. Et ensuite on arrive vraiment sur le bestiaire à proprement parler. On commence donc les mêmes factions que vous avez vues sur la trame sombre, avec le duché de Talabek, et tous les gens qui en font partie. Donc les Feuerbachs, notamment, c'est une famille noble de Talabheim, qui est assez importante et qui va potentiellement avoir des intérêts avec Talagad. On vous donne à chaque fois des petites... quand les joueurs se retrouvent face à l'une des factions qui est présentée, on vous donne souvent une table avec des 10 pour vous dire comment est-ce que
comment est-ce que la faction va essayer de pourrir la ville au PJ. Et donc ça, c'est vraiment les petites cases dont je parlais, à savoir que vous avez le profil, avec les caracs, vitesse, résilience type, les compétences qu'elles possèdent. Donc on vous dit, bah, par défaut, elles ont ça, et il y a quelques compétences où elles ont des niveaux plus élevés. Ensuite, leur attaque, bon, généralement c'est assez simple pour un artisan, c'est pas très violent, sa protection éventuellement, donc là c'est juste qu'il peut esquiver. Et ensuite, les capacités spéciales, ainsi que leur équipement vous est donné. Et ça, c'est je trouve, absolument exceptionnel. C'est que j'ai pas besoin. En V4, ce qui était horrible, c'est qu'il y avait plein de talents. Les talents, il fallait les chercher dans le bouquin. Si on les connaissait pas par cœur, c'était vraiment un cauchemar. Et je pense que c'était vraiment fait pour les gens qui étaient sur Foundry, ou qui étaient, je sais pas, qui avaient des pouvoirs mystiques. Mais en tout cas, là, à chaque fois, on vous donne les règles spéciales, leurs talents, j'en sais rien. On vous les remet noir sur blanc dans le profil, et ça, je trouve ça. C'est un gain de temps absolument démentiel. Donc on va avoir tous les. Comme je dis, le bestiaire est entier avec les paysans, les citadins, des brigands potentiellement, les nobles, et à chaque fois on vous donne, donc grosso modo, un petit texte classique, saupoudré pour vous expliquer la chose, et on vous donne un exemple de PNJ standardisé que vous pouvez glisser avec son historique directement. Donc on a les armées, les chevaliers, les prêtres de Tal, les ogres et les elflins, j'aime bien les deux vont ensemble, les nains impériaux. Vous voyez qu'évidemment les ogres ont beaucoup plus de, ils ont beaucoup plus de trucs spéciaux que je sais pas, les paysans, les artisans. Autour des nains. Les scouts elfes, avec notamment donc, le Serra Kingdom dont je parlais à chaque fois, c'est-à-dire que toutes les factions qu'on a vues avant, là elles sont décrites, ce qui est plutôt bienvenu. Les Bretoniens. On arrive sur le Sterlund, donc un peu les grands voisins un peu méchants, avec les Lundenhof, qui est encore une famille noble qui a des aspirations sur Talagad. Donc les compagnies de mercenaires et l'exemple des Thornmoth qui peut être utilisé par des PNJ présents pour vous pourrir la tête. Les tireurs d'élite du Auckland avec les fusils de l'Auckland. Donc les chevaliers du loup blanc, parce qu'il y a des Ulricains aussi, il y a un petit peu d'Ulricains qui se baladent dans le coin, notamment, qui profitent un peu de la générosité du grand frère Tahal. Et on arrive sur le Reichland. Encore une fois, c'est pas le Reichland en soi, mais c'est les gens qui peuvent avoir un intérêt sur le Reichland, sur Talagad et le Talabekland. Donc là, c'est uniquement pour aller très très vite, c'est uniquement les flagellants, les sigmarites, les mecs un peu foufous, les mecs un peu foufous et particulièrement zélotes sigmarites qui sont présents. Les sorcières et les magiciens, enfin Witches and Warlocks, donc c'est sorcières et sorcières en gros. Avec l'Exenguild, qui est enfin décrite un petit peu. Donc c'est l'espèce de guilde de magie qui permet aux magiciens de ne pas se faire cramer automatiquement en place publique, et qui a des faveurs avec beaucoup des familles nobles présentes à Talabain et à Talagad. On va avoir l'exemple d'un astronome, donc un mage bleu, le classique, donc l'espèce de sorcière qui vit au fond des bois. Les démonologistes, donc ça c'est un peu nouveau, je connaissais pas. Grosso modo, c'est des gens qui invoquent des démons ou des démons plus ou moins mineurs et qui peuvent mettre des malédictions sur tout le monde. C'est un peu particulier quand même. Et nos amis nécromanciens, que j'aime beaucoup l'illustration avec la gotte de base, et elle a son petit familier squelette avec une clochette sur la tête. Ensuite, on arrive sur le bestiaire plus standard, le petit chien vicieux, les rats, les chevaux, les loups géants, les araignées que j'aime pas du tout, donc je vais passer. Razorgore, donc je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est l'espèce de gros sanglier. Les ours. On arrive à nos amis hommes-bêtes avec l'exemple, donc, comme je disais, de la harpe de bataille du cerf égorgé. Comment ils marchent, leur méthode. C'est bien, c'est que c'est pas juste un bestiaire, c'est qu'on vous rajoute quand même quelques éléments de contexte et de background qui peuvent vous être utiles. Ungor, Gore, Bestigor, Minotaur, Chaos Warhound, donc ils sont tous là. Dragon Ogre, je ne connaissais pas trop. Donc là, c'est essentiellement, à chaque fois, vous voyez, hein, ça va être des brutes, il y a quelques champions, mais c'est assez rare. Et on arrive sur l'un des seuls exemples de monstruosité qu'on a, qui est le Gorgon. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de truc ignoble avec 4 bras, truc Terminator, et il a des trucs absolument démentiels, il peut se régénérer. Il fait peur à tout le monde, c'est assez démentiel comme grosse bestiole. Nos amis gobelins, avec les tribus des yeux rouges, vous les connaissez, vous les détestez, mais ça fait jamais de mal d'avoir des gobelins dans le bestiaire. Et on peut remarquer, même si le bestiaire est assez étendu, dans le sens où, je vous dis, c'est quand même quasiment 100 pages,
Et c'est vrai que c'est un peu épuré, c'est-à-dire qu'il y a des pages où il y a juste du texte, il n'y a pas de stats. J'ai pas fait le calcul, mais j'ai l'impression qu'on faudrait comparer avec le bouquin de base de Warhammer 4, mais je crois qu'on s'y retrouve quand même pas si mal au niveau de tous les profils présents par rapport à la V4. Je crois qu'on est, vu qu'en plus ils prennent beaucoup moins de place, je pense que on a raison quoi de deux profils tête par page. On a un profil toutes les 2 pages, donc c'est pas dégueulasse quand même. Les morts vivants, avec donc le domaine domaine du crépuscule qui est géré par l'espèce de reine des tombes. Mais on a avant ça tous les squelettes, les machins. Il y a des exemples de vampires avec donc Zekrakar, le nécrarque dont je parlais, qui manipule un petit peu pour essayer de récupérer son armée de morts sous le tertre. Les seigneurs des tombes, alors là on rigole plus trop tout, surtout qu'en plus ils ont souvent un nécrolyphe, un dragon squelette, et qui est une abomination, une monstruosité. Donc monstruosité plus champion dessus, on va pas rigoler de longtemps je pense. On arrive ensuite aux monstres de la grande forêt, donc qui sont les créatures protégées par les elfes, notamment avec des pégases, des demi-griffes, le grand cerf de Tal. Et on a même, à côté du griffon, un dragon des forêts, tant qu'à faire. Donc je pense pas qu'il ait besoin d'être protégé par les elfes, mais ça vous donne un profil au moins de dragon, ainsi qu'un petit profil de wyvern qui va bien avec. Nos amis les trolls, avec tout ce qui va bien, donc la troll hag, donc l'espèce de grosse sorcière, qui sont des monstruosités, elle c'est une monstruosité, les géants. Et à chaque fois, vous avez, par exemple, le géant, il a des attaques au hasard, j'aime bien, bon, c'en est un. Géant, les esprits, et on a fait le tour, on finit avec le Skin Wolf, donc une espèce de truc dégueulasse qui était... Ah, désolé, mon truc ne marche plus, je vais essayer de dézoomer, ou pas. C'est un peu l'instant de... J'en passais une page, ça va peut-être mieux. Hop. Et qui est en fait une sorte de lycanthrope, mais extrêmement dark et dégueulasse. Donc c'est assez cool. Et en fait, on a... Donc évidemment, c'est une copie presse, donc il y a des choses qui ne sont pas terminées. Mais on a fait plus ou moins le tour du Game Master Guide, donc de Warhammer The Old World. Que vous en dire, tout en restant concis tacite. Comme vous avez vu, c'est assez épais. Il fait quand même quasiment 180 pages. C'est pas mal, dans le sens où on a quand même beaucoup de contenu pour créer des campagnes, créer des scénarios. On a enfin un vrai aperçu de la région de Talagad, de ce qu'elle peut entraîner, de ce qu'elle offre. J'ai beaucoup aimé les factions, je trouve que c'est vraiment sympa de ne pas juste vous balancer en disant bon bah démerde-toi Coco, voilà ce qui se passe, on joue à Talagad, voilà des profils de gobelins et tout, non, ça va beaucoup plus loin. Les gobelins sont individualisés sous la forme d'une tribu, on vous explique ses buts, ses objectifs. Pareil pour les zombettes, on vous donne pas juste des zombettes, on vous donne une art spécifique, avec des bisbilles, chacune des factions a des alliés et des antagonistes. Je trouve ça vraiment super bien, vraiment c'est très bien. Le fait de faire la moitié du bouquin, un peu comme le zoo impérial, qui est à la fois un bestiaire et aussi un contenu donc de l'or, pour aller vite, donc sur l'historique du monde est très bien vu. Il y a des trucs sur les règles où je suis un peu moins enthousiaste, je trouve que beaucoup de pages sur les contacts, beaucoup de pages sur les événements et tout, c'est un peu dommage. Enfin, c'est pas extrêmement important pour moi. Les règles sur la corruption ont leurs avantages, c'est plutôt pas mal foutu. Et différent de ce qu'on pourrait attendre. J'aime beaucoup la simplification du système pour les PNJ. Je trouve que, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais je trouve que tout faire tenir sur un petit carré, ne pas s'embêter en disant bon, bah voilà, il y a des gars qui tombent en un tas, il y a des gens qui prennent une blessure, ils sont KO. Vous n'avez pas voulu. Enfin, j'aime beaucoup la simplification pour le maître du jeu à gérer les PNJ. Je trouve que c'est super. C'est un très bon boulot et je pense que ça va encore une fois dans la perspective de simplifier le jeu pour les nouveaux venus, même pour les vieux brissières comme moi. S'il y avait un guide de conversion, je sais pas, entre la V4 et le Old World, avec grand plaisir, j'aimerais l'avoir pour, je sais pas, n'importe quoi, faire jouer Terror à Talabheim par exemple. Je sais pas, il y a vraiment... ça reste un très bon cru, je suis le premier étonné parce que vraiment j'y allais en traînant des pieds, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une copie presse, parce que j'ai aussi acheté le bouquin pour moi. Mais je suis positivement impressionné par ce qu'il y a dedans, par le contenu, par la variation des règles qui est offerte. Le setting, j'ai pas vu 15 000 trucs sur les 3 empereurs. Donc il y a une coloration sur Talagad, sur ce qui se passe autour, donc c'est très bien au niveau des factions. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus, clairement. Ça viendra peut-être, je sais pas, avec des suppléments. Évidemment, le gros point noir pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de scénario. D'autant plus que c'est curieux parce qu'on sait qu'il va... Enfin,
je suis à peu près sûr qu'il y aura une bonne initiation, parce qu'il faut une bonne initiation pour tout leur jeu, et qu'en plus vous avez des PNJ qui sont enfin des PJ PNJ qui sont présentés dans les bouquins. Je pense à la chevalière errante bretonnienne rousse, je pense à la naine, je pense au prêtre de Tal, qu'on voit en fait dans tous les. Qui sont présents dans beaucoup d'illustrations. Donc à mon avis, c'est obligé, ils vont faire ça. Est-ce qu'ils gardent un peu leur bille pour ça, ils cachent leurs cartes? Bon, d'accord, mais je sais pas, un scénario ça aurait pas fait de mal. Après, il y a tout le côté macroscopique qui est présent. Je veux dire, vous avez la sombre trame avec toutes les factions, comment elles interagissent pour faire votre popote. Ça, c'est déjà bien. En tout cas, vous serez pas convaincu par le livre si vous n'avez pas aimé le bouquin du joueur, puisque c'est le prolongement en fait au niveau des règles. Mais moi, j'ai plutôt apprécié ce que j'ai lu. Je trouve qu'encore une fois, le nouveau système est bienvenu. Et pourtant, j'étais pas un converti la première heure, mais après les heures passées à cruncher sur Warhammer 4, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus simple dans l'organisation. Reste à voir s'ils vont poursuivre le tir avec du scénar, avec, je sais pas moi, un écran, du contenu aussi, et des capacités de passer de la V4 au moins par un petit guide de transition, ça pourrait être plutôt pas mal. Mais en tout cas, avec les deux bouquins, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire jouer directement sans le scénar, et c'est déjà pas mal. Je trouve que ça se joue plutôt bien, le fait d'avoir son propre bestiaire, son bouquin qui a son propre bestiaire, et laisser le bouquin principal au joueur, c'est bien aussi. Donc non, vraiment un peu surpris, mais en Game Master Guide, donc The Old War, pour l'instant, c'est plutôt pas dégueulasse, c'est plutôt très bien. Et ça me semble une très belle façon de terminer cette vidéo, en espérant que, avec la GameCon qui arrive demain, je crois, on ait plus de contenu, plus d'idées, et bien sûr en espérant que ça ne vienne pas parasiter la V4, mais j'en doute, puisqu'ils ont sorti donc le guide du MJ pour les elfes récemment. Je sais qu'il y a Marienbourg qui attend à la rentrée, il y a un PDF aussi qui devait être fait sur Raker's Point, qui était un tout petit PDF, donc ils avaient arrêté pendant un moment de faire des espèces de micro-PDF de contenu, et puis la suite on verra bien, mais j'espère qu'il y aura des annonces en tout cas dans les jours qui suivent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois un excellent mois d'août, et à très bientôt. Allez, salut!